Château médiéval. Une demeure monumentale en pierre, où l'on imagine volontiers des chevaliers tirant bravement l'épée, et des dames parées de somptueuses robes lors de festins grandioses. Mais la réalité du quotidien entre des murs froids était bien moins idyllique et pleine de surprises. Les documents conservés racontent, par exemple, que dans le petit château anglais de Goodrich, au XIIIe siècle, presque 100 personnes servaient, et que la cuisine dut préparer plus de 24 000 haringues salées en seulement 3 mois pour nourrir tous les habitants. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quoi ressemblait réellement une journée ordinaire du seigneur du château, comme celle du dernier des valets. Quels moyens d'éclairage et de chauffage utilisaient les gens du Moyen Âge, comment ils géraient l'hygiène ou la défense du château, et bien plus encore. Dans un instant, nous franchirons ensemble les épaisses murailles pour révéler les secrets de la vie quotidienne dans un château médiéval. La personne la plus importante du château était son propriétaire, un noble ou un souverain à qui appartenait la demeure. Mais il ne passait de loin pas ses journées uniquement à célébrer ou chasser, comme voudraient le faire croire les films romantiques. Le seigneur du château avait de nombreuses responsabilités. Il gérait son domaine, surveillait la collecte des impôts et des loyers auprès des sujets, et maintenait l'ordre dans la région. Il voyageait fréquemment sur ses terres et rencontrait baillis, officiers et artisans locaux pour garder tout sous contrôle personnel. Parfois, il était absent de chez lui pendant des mois, des obligations à la cour royale, des négociations politiques ou des campagnes militaires l'éloignaient de son château natal. Quand il séjournait au château, la journée commençait généralement par une prière matinale ou une messe dans la chapelle du château, si la famille employait un chapelain. Il pouvait ensuite discuter de la gestion du domaine avec son sénéchal, le gestionnaire du château, qui supervisait le fonctionnement du château en l'absence du seigneur. La matinée, le seigneur réglait les documents, recevait des visiteurs ou arbitrait des différends entre ses sujets, souvent dans la grande salle de réception où il accueillait ses invités et organisait les déjeuners. Pendant ses moments libres, il s'adonnait à l'entraînement chevaleresque, à l'équitation ou aux expéditions de chasse dans les forêts avoisinantes, qui étaient le passe-temps favori de la noblesse médiévale. Les journées ordinaires se terminaient assez tôt après la tombée de la nuit par un dîner léger et du repos, tandis que les occasions exceptionnelles étaient accompagnées de festins somptueux, se prolongeant jusque tard dans la nuit. Les tournois grandioses ou fêtes de cour étaient coûteux, et n'étaient organisés régulièrement que par les plus riches seigneurs. Pour un seigneur de château ordinaire, il s'agissait d'événements exceptionnels, plus que de la vie quotidienne. L'épouse du seigneur, souvent appelée dame du château, était responsable de la gestion du foyer. Même si elle n'était pas contrainte à des travaux physiques comme les femmes paysannes dans les champs, elle était loin de mener une vie oisive. Chaque jour, elle surveillait le personnel, organisait le travail en cuisine et le ménage des appartements, et veillait aux réserves de nourriture et aux fournitures nécessaires au fonctionnement du château. La dame du château agissait comme une manageuse expérimentée. Elle ne mettait souvent pas la main à la pâte elle-même, mais devait savoir exactement ce qu'il fallait faire et être capable de tout répartir entre ses subalternes. Prendre soin des enfants et leur éducation faisait également partie des tâches quotidiennes. Les dames nobles apprenaient à leurs filles la broderie, la musique et les bonnes manières de cour, ou confiant cette mission à des nourrices et gouvernantes. Les garçons, dès le plus jeune âge, étaient instruits dans le maniement des armes et l'équitation. Il était fréquent qu'autour de 7 ans, ils soient envoyés comme pages dans un autre château, où ils servaient à une cour étrangère et apprenaient les arts et l'étiquette chevaleresque. La dame du château était ainsi entourée d'autres jeunes courtisans et dames d'honneur, souvent issus de familles nobles, qui obtenaient chez elle de l'expérience de la vie de cour dans le cadre de leur service. Outre la gestion de la famille, les femmes du château s'occupaient également d'ouvrages manuels, tels que la couture et le filage, maintenaient la correspondance familiale et soignaient les membres malades du foyer avec des décoctions d'herbes. Dans la société, la dame noble remplissait un rôle de représentation. Lors des banquets, elle s'asseyait aux côtés de son époux et accueillait les hôtes de marque, veillait au confort de leurs invités
et distribuait souvent l'aumône aux pauvres venus demander de l'aide au château. Si le seigneur était absent pour une longue période, c'est elle qui prenait la responsabilité de l'administration du château et du domaine. Certaines grandes dames savaient dans des cas exceptionnels organiser même la défense du château. Des légendes et chroniques mentionnent plusieurs courageuses dames de château qui n'hésitèrent pas à défendre leur demeure face à l'ennemi quand cela s'avérait nécessaire. La cour du château résonne de rires joyeux. Un groupe d'enfants joue à chat et de petits garçons s'affrontent en duel imaginaire, à l'épée en bois, comme s'ils étaient déjà de vrais chevaliers. L'enfance dans un château médiéval avait ses charmes et ses difficultés. Les enfants nobles grandissaient dans un relatif confort et en sécurité derrière les remparts, mais ils étaient soumis très tôt à de grandes exigences et éduqués dans la discipline. Les enfants de la noblesse passaient les premières années de leur vie principalement avec leur mère et les femmes de la famille. Un jeune enfant était souvent confié à une nourrice, qui leur apprenait les bases. Mais dès l'âge de 7 ans, la vie des enfants changeait radicalement. Les garçons étaient généralement envoyés comme pages auprès d'un autre noble. Loin de la maison, ils apprenaient les manières de cour et les arts martiaux, servant leur maître jusqu'à devenir écuyers, jeunes hommes d'armes, puis être adoubés chevaliers. Les filles restaient plutôt à la maison, où, sous la supervision de leur mère ou de proches, elles apprenaient les compétences nécessaires à leur futur rôle de maîtresse de maison. Filage, broderie, musique, gestion du foyer, et bien sûr, piété. Souvent, elles étaient déjà fiancées à un âge précoce avec un partenaire choisi, les mariages d'enfants de la noblesse, servant à renforcer les alliances entre familles. Malgré cela, les enfants avaient aussi du temps pour jouer et se divertir. Ils jouaient avec des jouets simples, comme des poupées spraquées de chiffon, des épées en bois, des balles en vessie animale, des dés ou des toupies. Les jeux de simulation adultes étaient l'anse populaire. Les garçons jouaient aux chevaliers et aux tournois. Les filles s'essayaient aux soins de poupées, comme de vrais bébés. Quand la condition sociale de la famille mâle le permettait, les enfants recevaient aussi une éducation de base. Les garçons apprenaient à lire et à écrire en latin, afin de pouvoir gérer des propriétés ou occuper des postes à l'âge adulte. Les filles apprenaient à lire plus souvent dans leur langue maternelle, mais écrivaient moins. Mais dans les deux cas, ils connaissaient bien les prières de base et les récits religieux. Un chapelain du château, ou un précepteur embauché, pouvait transmettre une culture plus large dans les familles aisées. Au final, l'enfance au château était courte. L'âge adulte arrivait vite, et avec lui les responsabilités. Mais les souvenirs des jeux dans les cours et salles du château accompagnaient les nobles toute leur vie. Les châteaux n'étaient pas seulement de luxueuses demeures, mais avant tout des forteresses. Et à quoi servirait une forteresse sans soldats pour la défendre? En temps de paix, la garnison du château était souvent peu nombreuse. Dans un petit château, il pouvait n'y avoir qu'une douzaine de gardes, assurant le service de garde. Ils manœuvraient le pont-levis et la herse à la porte, patrouillaient sur le chemin de ronde et veillaient à empêcher voleurs ou intrus de s'introduire dans le château. Le chef de la garnison, généralement le sénéchal ou le châtelain, avait souvent son propre logement juste au-dessus de la porte ou dans la tour principale, et, en l'absence du seigneur, exerçait également son autorité. Mais dès qu'un danger menaçait, le château se transformait en un camp militaire animé. Lors des sièges, non seulement les soldats professionnels et chevaliers alentour se rassemblèrent derrière les murs, mais aussi les sujets armés et tous ceux qui savaient démanier une arme. Les chroniques médiévales décrivent des scènes dramatiques lors des sièges. Des centaines de défenseurs s'entassent sur les murailles, dans les cours et dans les salles. Des flèches sifflent dans l'air, saturées de fumée des projectiles enflammés, et des explosions de feux d'artifice primitifs. Dans le désespoir de survivre, les défenseurs poussaient parfois le dénuement, jusqu'à manger chevaux, chiens, chats, voire à cuire des lanières de cuir et des chaussures, pour calmer leur faim pendant de longs mois d'isolement du monde. Les assauts directs des remparts se jouaient à l'épée, à la lance et à la hache, dans des combats féroces homme contre homme, tandis que des tours pleuvaient sur les assaillants les traits mortels des arcs longs et les carreaux d'arbalète. Dès le XIVe et XVe siècle,
les premières armes à feu rejoignaient l'arsenal des garnisons. Arquebuses, coulevrines, petits canons accroissaient la puissance de feu des défenseurs. Malgré cela, la plupart des sièges médiévaux se décidèrent par la patience et la famine. Celui qui ne pouvait assurer des réserves de vivres et d'eau suffisantes était finalement forcé de capituler. Dans la routine quotidienne, les soldats étaient peu nombreux, et leur vie monotone. Ils se relayaient en patrouille dans les tours et sur les remparts, s'entraînèrent dans la cour et entretenaient leur armement. Nuit après nuit, les gardes surveillèrent les portes pour les maintenir sécurisées. Beaucoup de ces combattants étaient de petits nobles ou des mercenaires professionnels, rémunérés en argent ou en terre. Pour eux, le château était à la fois caserne et foyer. Ils dormaient souvent en groupe dans une salle commune ou dans la guérite, et la cuisine s'occupait de leurs rations de nourriture et de boissons. Dans les grands châteaux, des chevaliers plus importants pouvaient avoir leur propre chambre, mais les simples gardes devaient se contenter d'un lit sommaire ou d'une paillasse à même le sol. Même si la plupart des jours de garde étaient paisibles et parfois ennuyeux, chaque membre de la garnison était conscient que, en cas d'attaque, la sécurité de tous les habitants dépendait de lui. Avant l'aube, alors que le château n'est encore qu'une ombre dans la lumière montante, une jeune servante sort de la cuisine, les bras chargés de bois. Sa tâche est de rallumer le feu dans la grande salle et d'allumer le foyer pour que le maître ne prenne pas froid lors de la prière matinale. Un autre valet se presse à la fontaine chercher de l'eau fraîche. Le château s'éveille, et avec lui des dizaines de domestiques, qui doivent avant même le lever du soleil accomplir une énorme part de travail. Le personnel de service était le groupe le plus nombreux des habitants du château. Dans les grandes résidences seigneuriales, il pouvait s'agir de dizaines de personnes aux rôles variés, du principal intendant et du chambellan, serviteur personnel du maître, au sommelier, chargé du vin et des boissons, au maréchal, chargé de l'écurie et de la cour, au cuisinier, boulanger, armurier, cocher, et nombre de garçons et filles du commun pour le ménage au quotidien. Il y avait aussi des postes spécialisés, de jeunes pages et demoiselles de noble naissance s'instruisaient aux bonnes manières de cour par des tâches légères, tandis qu'à l'autre extrémité de l'échelle sociale traînait un humble aide cuisinier effectuant la broche du matin au soir, ou un domestique chargé de nettoyer les latrines du château. Derrière chaque vêtement, chaque bûche de bois, chaque chandelle pour l'éclairage, il y avait la diligence d'un serviteur. Être domestique au château signifiait un labeur intense de l'aube au crépuscule. L'été, le travail commençait facilement dès 5 heures du matin et se terminait autour de 7 heures du soir. Il n'y avait pratiquement pas de congé. Du repos n'était accordé que lors des fêtes. En contrepartie, la rémunération était faible, mais la sécurité d'avoir un toit, un repas chaud et des vêtements aux couleurs de l'écu du maître, appelés livrées. Il recevait des rations régulières, et même les restes de la table seigneuriale étaient souvent meilleurs que les repas des paysans. Pas étonnant que les places au château fussent recherchées par les plus pauvres. Beaucoup de servants considérèrent le service chez les nobles comme une école de vie et une chance d'évoluer. Un garçon de ferme ou une servante appliquée pouvait grimper les échelons ou gagner la faveur et la recommandation du maître. Tous les domestiques ne logèrent pas dans le palais de pierre. Les hauts serviteurs, comme le chambellan ou le maître cuisinier, avaient leur chambre dans le château. Mais la plupart du personnel dormait dans des conditions précaires. Ils dormaient ensemble dans les greniers des écuries, près du feu de la cuisine ou simplement sur une paillasse dans un coin. Plusieurs partagèrent souvent le même lit, pour se réchauffer ou par manque d'espace. Même après leur longue journée de travail, le repos du soir n'était pas complet. Il fallait encore éteindre les feux, fermer à clé les bâtiments du domaine et s'assurer que tout soit à nouveau prêt le matin pour le confort du maître. La gestion de l'alimentation quotidienne au château était logistiquement complexe, mobilisant une grande partie du personnel. 2 repas principaux étaient servis par jour, un déjeuner copieux vers midi et un souper plus léger après la tombée de la nuit. Au matin, seul un petit déjeuner léger était pris, pain et fromage ou bouilli avec de la bière.
Le cuisinier du château et ses aides devaient nourrir non seulement le maître et sa famille, mais aussi des dizaines de membres de la troupe, de gardes et de domestiques. Dans les grands châteaux, plus de 100 personnes pouvaient manger à la même table, et en cas de fête, ce nombre augmentait encore. Les cuisines médiévales étaient de vastes pièces à foyer ouvert, avec plusieurs fours et marmites. Pour éviter la fumée, les odeurs et le risque d'incendie, la cuisine était séparée des parties résidentielles, souvent situées au rez-de-chaussée près du palais ou dans une aile à un bâtiment distinct dans la basse-cour. Pendant longtemps, les cuisines n'avaient pas de cheminée. La fumée s'évacuait par de petites fenêtres. Ce n'est qu'au Moyen-Âge central que les premières cheminées en maçonnerie, plus efficaces, apparaissent. L'une des plus anciennes cheminées conservées d'une cuisine de château se trouve à Roupov, au XVe siècle. Les cuisiniers travaillaient jour et nuit dans la chaleur et la hâte, découpant la viande, préparant les potages dans de grandes marmites, cuisant des galettes sur le poêle, ou manipulant la broche avec de gros morceaux de viande devant un feu ardent. Le gras et la graisse issus de la cuisson n'étaient pas jetés, mais soigneusement récupérés pour être réutilisés dans les plats ou la fabrication de bougies. Il se murmure même que les cuisines étaient fermées à clé la nuit pour empêcher des domestiques affamés de dérober la graisse figée. Ils la considéraient, paraît-il, comme un mets délicat. Un menu varié était un signe de prestige. La table du maître croulait surtout sous la viande. Bœuf, porc, mouton, volaille et gibier. Cerf, sanglier, lièvre. Mais il y avait aussi de véritables délices, presque inimaginables aujourd'hui. Les riches seigneurs se régalaient de paons, cygnes ou petits oiseaux chanteurs. Les jours de jeûne, où les chrétiens ne pouvaient pas manger de viande, les poissons prenant le relais. Les réserves du château comprenaient des tonneaux de harengs salés, calculés par milliers, des brochets et des carpes séchées ou salées des étangs du château, des anguilles, et dans les riches résidences, des délices tels qu'huîtres et poissons de mer importés. L'hiver était la saison la plus difficile pour les cuisines. Viande et légumes frais n'étaient pas disponibles. On consommait ce qui avait été salé, séché ou conservé à l'automne. C'est aussi pourquoi les cuisiniers utilisaient beaucoup d'épices et de sauces. Poivre, gingembre, girofle ou safran masquaient la monotonie salée des aliments conservés. Les épices coûteuses d'importation étaient aussi un signe extérieur de richesse, qui ne lésinait pas sur le poivre, où la cannelle affirmait sa capacité à se les offrir. Chaque jour, on faisait cuire une grande quantité de pain. Dans la plupart des châteaux, il existait une boulangerie séparée, souvent dans la basse-cour, dotée d'un grand four à pain. Le boulanger préparait la pâte dans des auges et tirait du four des pains de différentes qualités. Pour le maître et la maîtresse, du pain blanc de blé, pour la troupe et les invités du pain de seigle foncé, et pour les domestiques du pain plus grossier d'orge, d'avoine ou de pois. Même pour les chevaux, on faisait des galettes dures de fèves et de son. La brasserie du château, si elle existait, assurait la production de centaines de litres de bière, qui était alors la boisson de base de toutes les couches sociales. On buvait une bière légère aux céréales, adultes et enfants, à la place de l'eau, tandis que la noblesse pouvait en plus savourer du vin importé ou de l'hydromel sucré. Les repas étaient servis dans la grande salle sur de longues tables en bois. Tout en haut de la table siégèrent le maître, sa famille et les autres importants, tandis qu'en dessous prenaient place chevaliers, officiers et, enfin, le service à part, où mangeaient après les nobles. La table obéissait à des règles strictes d'étiquette. On mangeait surtout avec les mains. Chaque convive recevait un morceau de pain comme assiette et avait son propre couteau, une cuillère pour la soupe et un bol. La fourchette était très peu utilisée. On utilisait pain et doigts. Avant le repas, tous devaient se laver les mains dans des bassins d'eau circulant sur la table ou à la fontaine dans la cour. Les jeunes pages faisaient attention aux bonnes manières. Ils ne devaient pas, par exemple, se moucher dans la nappe, ni cracher à terre, et prudence, pour que leur postérieur ne fasse pas feu comme un canon. Ainsi les manuels d'étiquette
mettait-il en garde contre les grossièretés. Après le plat principal venait le dessert, fruits frais ou secs, noix et fromage. Le festin s'achevait quand le seigneur se levait de table, signal que le repas était terminé pour la journée. Il restait alors à débarrasser les tables, ramasser les restes et changer la paille posée à terre qui tenait lieu de tapis et de décharge improvisée lors du repas. La vie au château était physiquement rude. Les châteaux médiévaux étaient loin d'être aussi confortables qu'ils en ont l'air. Le chauffage, surtout en hiver, était une lutte permanente contre le froid. Les palais étaient équipés de grandes cheminées ou de foyers ouverts brûlant du bois, mais les épais murs de pierre, fentes et courants, laissaient entrer froid et vent. On portait donc plusieurs couches de vêtements même à l'intérieur, et la nuit on dormait sous de lourdes fourrures, souvent à deux ou plus dans un lit, pour se réchauffer mutuellement. Les fenêtres étaient petites, et souvent non vitrées, seulement des volets en bois ou des tissus tendus, laissaient peu passer la chaleur, et peu de lumière également, ce qui rendait les salles du château sombres. Sur les murs pendaient tapisseries et tentures, servant non seulement de décoration, mais aussi d'isolant contre le froid. Le sol était tapissé de paille, mêlée à des plantes odorantes pour absorber la saleté et les odeurs. Il fallait la renouveler régulièrement. Vers la fin du Moyen Âge apparurent dans certains châteaux les premiers poêles en faïence, plus efficaces et sans fumée pour chauffer. Mais il s'agissait d'un luxe, pour les plus riches uniquement. L'eau n'en était pas moins essentielle. Son approvisionnement conditionnait confort en temps de paix et survie en cas de siège. Beaucoup de châteaux avaient leur propre puits profond creusé dans le roc, d'où l'eau était tirée à la poulie, ou à une immense roue à marcher. Le puits de Karlstein, par exemple, célèbre pour ses plus de 70 mètres de profondeur, était doté d'une roue en bois dans laquelle marchèrent des hommes pour remonter les seaux. Mais tous les châteaux n'avaient pas de puits. Sur certains éperons rocheux, l'eau souterraine était inaccessible. Dans ce cas, on construisait des citernes pour l'eau de pluie, des réservoirs taillés dans la roche, recueillant l'eau des toits par des gouttières. L'eau restait une ressource précieuse, dont le gaspillage n'était pas admis. Pendant un long siège, une pénurie d'eau pouvait provoquer la reddition rapide. Certains châteaux, à la fin du Moyen Âge, étaient même dotés de premiers aqueducs, tuyaux en bois ou en plomb menant une source alentour. Un tel aménagement était toutefois complexe et surtout vulnérable. L'assaillant pouvait aisément couper l'approvisionnement, et servait donc plus de complément que de source principale. En matière d'hygiène, le Moyen Âge était rude. Le bain quotidien n'était pas la norme, quoique cela ne veuille pas dire que les gens ne se lavèrent jamais. Chaque matin, on se rinçait visage et mains à l'eau d'un bassin, des mains propres avant le repas, était indispensable. Le bain du corps entier était une occasion rare. Il fallait chauffer et transporter une énorme quantité d'eau. Au château, on se baignait dans des cuves en bois remplies d'eau chaude, où on utilisait des bains de vapeur, portables sous forme de tentes ou d'abris de bois, où la vapeur chauffait le corps, un luxe réservé à la noblesse. Le savon, cher et fabriqué à base de graisse et de cendre, s'employait avec parcimonie. Parfois on utilisait du sable fin ou des décoctions d'herbes pour se laver. Les nobles aimèrent les parfums, les femmes portaient à la taille des sachets d'herbes aromatiques, lavande, romarin, ou s'enduisaient d'huile parfumée pour masquer les odeurs corporelles. Maintenir la propreté dans un château hébergeant des dizaines de personnes et d'animaux était presque impossible. Les toilettes médiévales étaient en particulière. On aménageait des latrines appelées prévôts, petites pièces en encorbellement sur le bord des murs ou des tours. À l'intérieur, une planche en pierre ou bois avec un trou. Tout ce qui tombait à travers atterrissait directement au pied du mur. Si le château avait des douves, les excréments y finissaient, sinon dans une fosse ou un ravin. Ces toilettes n'avaient rien de confortable, ni eau courante, ni intimité. Nul ne se préoccupait vraiment des odeurs, seuls les plus bas domestiques, ou des paysans réquisitionnés devaient parfois évacuer ces déchets, une corvée unanimement détestée. Outre les prévôts, on utilisait des pots de nuit.
récipients dans lesquels on se soulageait la nuit ou malade, puis leur contenu était jeté par-dessus la muraille, souvent dans les douves. On imagine aisément l'odeur omniprésente d'un château médiéval, fumée, relents d'écurie, déchets et excréments humains, constituait une odeur à laquelle les habitants étaient accoutumés et qu'ils négligeaient. Ils n'avaient pas de choix. Plus le château était grand et peuplé, plus les conditions d'hygiène étaient mauvaises, et plus l'odeur était forte. Les gens du Moyen Âge ne percevaient pas l'inconfort, la saleté et les odeurs aussi négativement que nous. Le sentiment de froid, de saleté ou d'étroitesse était pour eux normal. Le plus grand luxe qu'offrait le château n'était ni l'eau courante ni le savon, mais la sécurité. Vivre derrière des murs massifs, protégé des ennemis, des voleurs et du mauvais temps, compensait bien d'autres manques. Dans son contexte, malgré les peines et une hygiène imparfaite, la vie au château restait privilégiée. La majorité des gens au dehors vivaient dans des conditions plus rudes encore. La vie au château n'était pas qu'une succession de tâches et de devoirs. Au Moyen Âge aussi, on savait se divertir et se reposer. Les loisirs quotidiens étaient évidemment différents de ceux d'aujourd'hui. Pas d'électronique, ni de livres imprimés. Tout était vivant et collectif. Les activités favorites étaient la chasse et la fauconnerie. Le seigneur et ses chevaliers partaient à cheval dans les forêts voisines, chassant cerfs, sangliers ou renards, ou organisaient des sessions de chasse aux faucons autour, sur du petit gibier. La chasse n'était pas qu'un divertissement. Elle fournissait chair fraîche et était considérée comme un noble entraînement de courage et d'adresse pour les chevaliers. Autre engouement de la noblesse médiévale, les tournois et joutes chevaleresques. Bien sûr, ils ne se tenaient pas chaque jour, mais lors de grandes occasions, une fête chevaleresque était organisée sur un terrain approprié près du château. La noblesse y accourait de loin. Les chevaliers en armure s'affrontaient à la lance lors de la joute ou à l'épée lors de duels à pied, tandis que les dames applaudissaient leurs favoris. Les vainqueurs gagnaient honneur, gloire et souvent une couronne de la main de la dame du tournoi. Pour le seigneur, c'était l'événement social de l'année, l'équivalent d'un tournoi sportif mêlé à un bal d'aujourd'hui. Comme déjà dit, un tournoi restait coûteux et rare. Le plus souvent, les chevaliers s'entraînaient à petite échelle dans la cour lors de leurs routines habituelles. Chaque soir après le travail, on se réunissait au château pour passer du temps ensemble. Dans la grande salle brillaient torches et chandelles. À défaut de banquet, on s'asseyait autour de la cheminée. Familles nobles et invités conversaient, écoutaient musique ou récits. Des ménestrels itinérants apportaient au château de nouveaux chants, jouaient de la luth, la harpe ou la cornemuse, chantaient des ballades de bravoure ou d'amour. Il y avait aussi des bouffons, tours d'acrobatie ou de magie, tout était en spectacle vivant. À la cour du roi, les bouffons étaient donc parfois permanents et devinrent célèbres. Le roi François Ier eut Triboulet, qui pouvait plaisanter même au détriment du roi. Une légende dit qu'après avoir fâché le roi qui menaçait de le décapiter, Triboulet demanda tranquillement de mourir de vieillesse. Le roi Henri II d'Angleterre avait le bouffon Roland, dit le pétomane, qui l'amusait chaque Noël par son art inhabituel, et reçut une terre du roi comme récompense. Ces anecdotes prouvent que l'humour n'était pas absent chez les souverains médiévaux. Outre musique et théâtre, on dansait aussi au château, surtout lors des fêtes ou des célébrations. Nobles et valets se prenaient par la main pour des rondes, ou apprenaient les danses de cour sur des musiques plus raffinées. Les jeux de société étaient aimés. On pratiquait les échecs, le jeu de dames, le tric-trac, ancêtre du backgammon actuel, et les jeux de dés étaient très populaires. Ce dernier, volontiers couplé à des paris, créait une ambiance animée. On voyait des chevaliers, après quelques verres de vin, tenter leur chance au jeu. Les échecs, au contraire, passaient pour un jeu noble, formant l'esprit, et nombre de nobles dames et seigneurs les maîtrisaient bien. Les grandes fêtes annuelles, Noël, Pâques, mariage ou naissance d'un héritier, se célébraient au château avec faste. Les festins de Noël pouvaient durer plusieurs jours. On mangeait et buvait à satiété, on chantait des cantiques et la noblesse offrait des cadeaux au personnel. Parfois, lors de telles occasions,
on ouvrait les portes du château au peuple voisin. Le seigneur distribuait l'aumône aux pauvres, ou leur faisait porter des restes du festin pour qu'eux aussi aient part à la fête. Le château n'était donc pas qu'une forteresse militaire austère, mais aussi le centre de la vie sociale du pays tout entier. Quand la musique s'éteignait et que les chandelles s'éteignaient, le château retombait dans l'obscurité et le silence jusqu'au matin suivant, où recommençait le cycle du quotidien. Le château médiéval était un monde à part, un lieu où le cycle quotidien du travail et des devoirs se mêlait à de solennelles cérémonies, aux combats et aux célébrations. On a vu que la vie derrière les murs n'était en rien confortable. Il lui manquait bien des commodités que nous tenons pour acquises, salle de bain d'eau chaude, éclairage électrique. Pourtant, les habitants du château ne voyaient pas leur destin comme une souffrance. Au contraire, faire partie de la cour du château signifiait prestige, sécurité et surtout protection dans un monde incertain. Aujourd'hui, nous pouvons admirer les ruines préservées des châteaux et les palais grandioses. Imaginez ce que cela pouvait être de marcher sur de froids planchers de pierre à la lueur des torches ou de s'endormir au son du vent sifflant autour des tours. La vie au château médiéval nous rappelle combien le monde a changé en quelques siècles, et pourtant, à certains égards, nous restons les mêmes. Nous aussi cherchons le sentiment de sécurité à la maison, et aimons passer du temps en famille ou entre amis autour d'une table, même si ce n'est plus blotti dans des fourrures autour d'une cheminée fumante. J'espère que ce regard sur le passé vous a intéressé et enrichi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec d'autres passionnés d'histoire ou à la recommander à vos connaissances. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la routine du château médiéval. Les histoires du passé recèlent en elles des enseignements et un charme particulier. Peut-être notre récit vous aura-t-il donné envie de partir à la découverte du château le plus proche et d'y imaginer cette atmosphère d'antan. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle aventure historique.